Bonjour, bonsoir, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire vu l'heure, à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette visioconférence, en attendant qu'on puisse en refaire en présentiel, comme il est de bon ton de dire de nos jours. Visioconférence organisée, co-organisée par les Amis du monde diplomatique de l'Aude et ceux d'Aix-en-Provence, du 13. J'en profite pour dire, c'est Dany Bruet, qui est le correspondant des Amis du monde diplomatique d'Aix-en-Provence, qui nous sert, comme régulièrement pour nos conférences, de physionomiste et preneur de notes pour se faire votre porte-parole, puisque bien entendu, nous vous demandons de couper vos micros de façon à éviter des effets bizarres, sonores bizarres, et surtout ça évite d'intervenir pour couper la parole à l'intervenant ou en l'occurrence l'intervenante. J'ai dit amis du diplôme. Très rapidement, nous sommes une association qui existe depuis 1996 de lecteurs, acteurs fédérés autour du mensuel Le Monde diplomatique. Nous avons pour but de faire connaître le mensuel, de faire connaître les idées qu'il porte, puisque c'est un mensuel engagé. Et à cette occasion, donc, nous organisons des conférences, des soirées, débats autour de films, de pièces de théâtre. Et la conférence à laquelle vous allez assister ce soir était prévue à l'origine en première partie d'une pièce qui s'appelle Demandons l'impossible, qui devait être proposée l'an dernier, qui devait être jouée cette année et qui normalement sera jouée l'an prochain à la même période que cette année, à l'espace culturel des Corbières, à Ferrals-des-Corbières, c'est une petite ville entre Carcassonne et Lézignan, le tout dans l'Aude. Et on avait convenu avec Ludivine qu'elle viendrait nous faire une conférence qu'elle a accepté de faire ce soir en visio. Même si c'est moins sympa, ça a au moins l'avantage de permettre à des gens qui sont loin d'ici d'y assister et d'y participer. Rapidement, Ludivine Bantini, je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à connaître au moins de noms, à connaître certains de ses écrits. Elle était historienne, maîtresse de conférences à l'université de Rouen-Normandie. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont alors celui autour duquel va tourner la conférence de ce soir, Chemin 68. Un plus récent sur la commune. Je pense qu'il y aura au moins quelques allusions, parce que vu la période, c'est important de parler de la commune. On a failli même hier, par téléphone, envisager de changer le sujet de ce soir et de passer sur le thème de la commune. Bon, on a convenu pour diverses raisons avec Ludivine de rester sur le thème initial prévu. Dany, si tu veux dire deux mots, je te cède le micro. Oui, deux rendez-vous. Je vais vous annoncer deux rendez-vous sur Aix-en-Provence et Marseille. Le samedi 24 juillet, on projettera le nouveau film de François Ruffin et de Gilles Perret, Debout les femmes. Ce sera une projection en plein air. Il y aura deux séances, une à 21h et une à 23h. Et on projettera toujours en plein air le même film de François Ruffin et de Gilles Perret. Le vendredi 10 septembre, ce sera à Marseille. Le lieu reste à définir. Voilà, je te repasse la parole, Bernard. Merci Dany. Et vous pouvez retrouver de toute façon toutes les dates des soirées organisées un peu partout en France et dans le monde, puisque les Amis du Diplôme, il y a des groupes un peu partout dans le monde. Vous pouvez retrouver ça sur le site national des Amis. Sur ce, je me tais parce qu'on me dit très souvent que je suis bavard. Je vais faire court pour une fois. Je vais passer la parole à Ludivine. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques, mais surtout par écrit. Merci. Ludivine, nous t'écoutons. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je suis ravie, même si évidemment frustrée, déçue, attristée comme nous tous et toutes, de vous parler seulement par visioconférence, mais en même temps, c'est peut-être aussi l'occasion d'élargir la géographie des participants. Donc, c'est un plaisir pour moi. Merci de votre confiance. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu décalé pour moi en ce moment et pour vous, je pense, d'évoquer 1968 parce qu'en ce moment, comme c'est le 150e anniversaire de la Commune de Paris, et des communes, de certaines communes de province, c'est surtout de la commune qu'on parle beaucoup. Mais après tout, c'est peut-être bien de se décaler aussi
avec Bernard, en fait, on s'est dit qu'il valait mieux rester sur le sujet initialement prévu, d'autant qu'il y aura une soirée consacrée à la commune à Chambéry par les Amis du monde diplomatique le 7 juin. Donc voilà, on s'est dit que pour les Amis du monde diplo ici ce soir, on allait plutôt parler de 1968, même si, comme l'a souligné Bernard, évidemment, on pourra faire quelques allusions à la commune, puisque lors de la grève générale de 1968, on s'est référé à plusieurs reprises à la commune, hein, qui servait aussi d'expérience où puiser des espérances. Voilà. Donc, évidemment, je ne vais pas du tout prétendre vous raconter par le menu ce que l'on a appelé les événements. Le but, c'est plutôt à partir d'un travail d'archives que j'ai eu l'occasion de faire pendant plusieurs années, qui a débouché donc en effet sur un livre 1968 de Grand Soir en Petit Matin, de centrer en fait la focale sur un certain nombre d'enjeux qui sont à la fois politiques, bien sûr, sociaux et culturels, artistiques, voilà, sur les espérances de changer la vie. Et c'est peut-être le premier point commun avec la commune, puisque l'expression de changer la vie, avant de devenir le slogan d'un programme, comme vous le savez, du Parti socialiste au début des années 1970, c'était des mots de Rimbaud. Et Rimbaud les employait justement pour évoquer la commune. Il parlait du coup des inventions d'inconnus. Hein. Il disait à propos de la commune, en mai 1871, les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Et donc, ce changer la vie a été aussi, comme vous le savez bien, très présent en 1968. Donc, c'est surtout là-dessus que je vais me focaliser ce soir. Et je suis sûre et certaine que vous aurez beaucoup de choses à ajouter, que vous me direz, mais vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ci, et vous aurez raison de le faire. Et ça sera aussi surtout l'occasion d'échanger, de discuter ensemble. Alors voilà, il faut que voilà. Donc, ce que je voudrais rappeler, mais ça peut vous sembler une évidence, simplement, elle ne l'est pas sur le plan médiatique et d'une certaine forme d'hégémonie politique, qui parle de 68 un peu comme si c'était une sorte de fête au quartier latin et à Nanterre, d'étudiants bourgeois ou petits bourgeois qui se sont ensuite bien rangés des voitures. Et qui serait en quelque sorte incarné par le seul Daniel Cohn-Bendit. Eh bien, c'est d'abord une grève générale, une grève généralisée à laquelle ont participé 10 millions de personnes, c'est-à-dire environ 7,5 millions de salariés, et puis ensuite des lycéens, des lycéennes, des étudiants, et donc non seulement une grève générale, la plus grande qu'on ait connue dans un pays capitaliste occidental, on va dire. Hein. Depuis, le record a été très largement battu ces derniers mois par la grève générale en Inde. Hein. Là, ce n'est pas du tout la même échelle. Mais la particularité aussi de cette grève générale, c'est qu'elle a été marquée par des occupations d'usines, comme on peut le voir ici, mais aussi de lycées, de bureaux, de magasins, de gares, de services administratifs, d'universités, bien sûr, de théâtres. Bref, il y a eu une manière aussi d'occuper les lieux pour les métamorphoser en quelque sorte. Hein. Et donc, on a senti aussi, au travers de cette expérience des occupations et de la métamorphose même des lieux de travail qu'on occupait, puisque à partir du moment où on ne travaille plus dans ces lieux, mais qu'on les reconsidère autrement, qu'on y tient des assemblées, qu'on y tient des comités d'action, des comités de grève, des comités de quartier, eh bien forcément, on acquiert une forme de liberté, de pensée qui va dans le sens aussi de l'émancipation, hein, comme avait pu, par exemple, le décrire la philosophe Simone Weil, dont le nom s'écrit avec un W, hein, la philosophe qui s'était établie en usine dans les années 1930 et qui, sous le Front populaire, avait parlé d'une joie pure à propos des grèves avec occupation d'usine, parce que tout à coup, justement, on s'arrêtait, on prenait le temps d'arrêter le travail et dès lors de se réapproprier les lieux, de se sentir beaucoup moins dépossédé par les rapports d'exploitation. Et donc, c'est ce rapport à la fois à l'espace et au temps qui est déjà une première manière de changer la vie, hein, quand on les considère tout autrement. Le philosophe marxiste Henri Lefebvre, qui a participé à cette grève générale de 1968, disait notamment du temps
pendant l'événement, le temps, qu'il était ravivé. Hein. Il disait le temps ravivé scintille. Le temps ravivé scintille à propos de ce moment au sens strict extraordinaire, voilà, qui se situe au-dessus de l'ordinaire et qui donne davantage de consistance et d'intensité à ce temps. Alors, 68, c'est une grève générale qui se déroule partout en France. Ce qui m'a beaucoup frappé en parcourant de très nombreuses archives et en allant dans des lieux extrêmement divers de la géographie française, c'est que partout il se passe des événements. On ne peut pas considérer qu'il y aurait d'un côté Paris et de l'autre la province, certainement pas, ou d'un côté les grandes villes et de l'autre les petites. Voilà, il s'est passé à de très nombreux endroits des mouvements de grève, des mouvements d'occupation. Et comme vous le voyez sur cette photographie ici prise à Bordeaux, une autre, hein, des esquisses de barricades. J'aime beaucoup cette photographie qui a été reproduite dans Sud-Ouest parce que, en fait, si on la regarde d'un peu loin, on pourrait presque imaginer que c'est une photographie de la commune prise quasiment 100 ans avant avec ces barricades sous la commune. Certaines étaient vraiment presque des fortifications hein, sous la houlette notamment de Napoléon Gaillard. Hein, on appelait ça parfois Château Gaillard, hein, ces barricades très massives faites de pavés. Mais certaines étaient un peu à l'image de celle-ci à Bordeaux, faites un peu de tout ce qu'on pouvait trouver, des meubles, des charrettes empilées, etc. Alors, je vais assez peu parler justement des Daniel Cohn-Bendit et autres figures médiatiques célèbres, mais je voudrais plutôt m'arrêter à ce que disait Jean-Paul Sartre dans son entretien avec Daniel Cohn-Bendit. En même temps, je fais les admissions dans la salle parce que sinon, ça apparaît sur mon écran et dès lors sur le vôtre. C'était intéressant parce que Jean-Paul Sartre, philosophe qui à l'époque avait une renommée internationale, mais il avait eu l'humilité d'interviewer Daniel Cohn-Bendit. Hein. Ce n'était pas le contraire, c'était vraiment Jean-Paul Sartre qui voulait écouter Daniel Cohn-Bendit en tant que un des représentants du mouvement, du moins étudiant. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas du tout seulement un mouvement étudiant 68. Et ce qui m'intéresse ici, c'est ce que dit Sartre. Quelque chose est sorti de vous qui étonne, qui bouscule, qui renie tout ce qui a fait de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce que j'appellerais, c'est ce que j'appellerais l'extension du champ de possible, n'y renoncez pas. Voilà. Et ça me paraît une phrase très importante. L'extension du champ des possibles. C'est tout à fait à l'image de ce qu'a été 1968, comme si tout à coup, des horizons s'étaient ouverts, des horizons d'espoir, mais de pratique aussi, hein, véritablement. Hein. Ce qu'a dit d'une autre manière, bien plus tard, hein, 40 ans plus tard, l'écrivaine et romancière Leslie Kaplan, que vous voyez ici, qui a été une participante de la grève en 1968, qui travaillait en usine à l'époque, et elle a dit donc plus tard, on quittait sa cage, on refusait la catégorie, la case et le cas, on voulait être autre chose qu'une fonction de production. Voilà, donc c'est ça, échapper à l'enfermement des catégories, ne plus céder à l'injonction de produire à toute force et d'être en quelque sorte des automates, hein, des robots. C'est d'ailleurs en 68 qu'est apparu le slogan entre guillemets métro, boulot, dodo. Hein. Et donc, voilà, il y avait ce sentiment vraiment d'échapper à une forme d'aliénation. C'était un mot qui était aussi très présent en 68. 68 ne commence pas en 68 en fait, hein, c'est le scoop du jour. C'est qu'évidemment, il faut remettre le moment 1968 et donc ce segment chronologique en particulier de mai-juin 68 dans une perspective de plus long terme. Hop. Je ne sais pas si Bernard ou je ne sais pas si vous faites voilà les admissions parce que là ça me complique. Voilà, dans une perspective. Ouais, du divine, c'est moi qui suis chargé d'admettre les nouveaux. Parce que comme ça apparaît vraiment sur la diapositive à chaque fois, c'est juste pour qu'on puisse continuer à voir ce qui s'y passe. Donc
voilà, tout au long des années précédentes et en particulier des mois précédents, il y avait eu des mobilisations sociales, des grèves très importantes, comme c'était le cas notamment à la Rhodia, hein, cette entreprise il y avait plusieurs entreprises dans ce groupe qui fabriquaient des textiles artificiels, nylon pardon, ou tergal. Et donc la Rhodia, ça avait été vraiment un mouvement de grève important en 1967, avec cette double particularité d'être aussi illustré par des occupations des usines, en particulier à Besançon ou à Saint-Fond. Près de Lyon. Mais aussi, la deuxième particularité, c'était justement, voilà, on ne réclame pas uniquement, même si c'était déjà très important, on va y revenir, des augmentations de salaire, la baisse du temps de travail, entre autres choses, mais on réclamait également de changer radicalement les modes de production, de refuser justement l'aliénation. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, les premières barricades de cette période ne sont pas érigées au quartier latin pendant la fameuse nuit des barricades, le soir du 10 mai 1968, mais avant cela, en Bretagne, notamment à Quimper, en octobre 1967, où il y avait eu des mobilisations paysannes cette fois, qui disait notamment « Nous ne voulons pas deux Europes, celle des riches et celle des pauvres », comme on le voit ici. Il y avait eu aussi en janvier 1968, janvier et février 1968, des grèves très importantes, notamment en Normandie. On en voit une photographie ici, à Caen. Ce qui est très symptomatique de ces grèves qui vont être une référence pour un certain nombre de grévistes de mai-juin 68, c'est que d'une part, c'était des jeunes surtout, des jeunes ouvriers et ouvrières qui touchaient un salaire bien moins important, de l'ordre de 20 à 30% de moins qu'en région parisienne. On avait délocalisé ces usines, notamment en Normandie et en Bretagne, en estimant que la main-d'œuvre serait plus docile. Le patronat jugeait que cette main-d'œuvre serait plus docile, plus obéissante. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas parce que ces grèves ont été vraiment très importantes. L'autre particularité de ces grèves du début de l'année 1968, c'est qu'elles sont marquées par des formes de solidarité, des soutiens. Ce sont des grèves vraiment populaires. Et donc, il y a déjà des jonctions entre des étudiants, des enseignants, différentes catégories de personnel de la fonction publique, des paysans aussi qui viennent soutenir ces grèves à Caen. Et puis, la troisième dimension, c'est qu'il y a eu à ce moment-là des affrontements importants avec les forces de l'ordre, anticipant en quelque sorte, même si on n'a pas une vision comme ça finaliste, c'est pas, voilà, ça donne mai-juin 68, mais en tout cas, ce sont des pratiques qu'on va retrouver évidemment en mai. On ne peut pas comprendre cette grève générale de 1968, cette espèce de grand soulèvement populaire donc de 10 millions de personnes, si on n'a pas à l'esprit quand même que l'expression de 30 glorieuses mérite d'être sacrément relativisée. Vous le savez sans doute, l'expression de 30 glorieuses a été forgée par Jean Fourastier à l'issue voilà, de cette période d'environ 3 décennies jugée de prospérité. Alors, c'est vrai que si on se réfère, par exemple, au taux de croissance, environ 6% par an en moyenne, voilà, ça place la France dans une situation assez confortable, à comparer mais quand même au Japon, qui est autour de 10%. Les États-Unis, c'est aussi autour de 6-7%. Et puis, on sait que les ménages s'équipent d'appareils électroménagers, etc. Donc, il y a un confort relatif qui apparaît. Mais on ne saurait oublier pour autant que cette France-là, c'est aussi une France d'inégalité profonde. C'est aussi une France qui connaît encore beaucoup de problèmes de pauvreté. En 1968, il y a plus d'1 million de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des logements jugés trop exigus, qui n'ont parfois, alors je ne vous parle même pas des bidonvilles que je vous montre là, mais qui
qui, pour beaucoup, n'ont pas encore d'équipement élémentaire, à l'instar de toilettes, par exemple, dans les logements en question. Et puis, il y a cette honte, en fait, cette honte sociale que constituent les bidonvilles, comme celui de Nanterre, qu'occupent surtout des familles d'origine algérienne, hein, maghrébine de manière plus générale. Ce qui va aussi susciter chez les étudiants du tout nouveau campus de Nanterre, voilà, cette indignation liée au contraste entre un campus flambant neuf pour des étudiants somme toute plutôt privilégiés. Hein. Je rappelle qu'en 1968, sur une classe d'âge de jeunes, il y a environ 12% seulement d'étudiants. 12%, c'est quand même très peu. Il faut vraiment avoir à l'esprit que dans la jeunesse, les étudiantes et étudiants sont vraiment minoritaires. Voilà. Et donc, il y a aussi cette prise de conscience des inégalités assez vertigineuses. Et puis, il y a quand même aussi une inquiétude sourde, latente, autour du risque du chômage. En fait, on observe un retournement de la conjoncture économique à compter des années 66-67. On estime qu'il y a environ entre 100 000 et 500 000 chômeurs et en particulier des jeunes. Alors, pour nous, ces chiffres apparaissent somme toute faibles par rapport à ce qu'on a connu ensuite à partir des années 70 et accélération dans les années 80. Mais à l'époque, c'était déjà, hein, on ne s'imagine pas avec le recul parce qu'on dit « Ah, les 30 Glorieuses, etc. » Mais en fait, c'était vraiment une inquiétude, comme on le voit par exemple ici, à cet article dans Tribune Socialiste, qui était le journal du PSU, ou comme on le voit aussi à cette banderole du 1er mai 1968, banderole de la CGT, contre le chômage, hein, pas de licenciement sans reclassement équivalent, etc. Donc, voilà, le contexte, c'est ça. Et quand on dit changer la vie, les pratiques de désir, d'émancipation, il faut vraiment avoir à l'esprit toute cette dimension de mobilisation, de conflictualité sociale qui touche des catégories, somme toute, extrêmement diverses, comme on le voit encore à ces cortèges qui sont parmi les tout premiers cortèges du mois de mai 1968. L'Ouest veut vivre, avec de nombreuses manifestations de paysans, d'agriculteurs, comme on le voit ici en Vendée, à La Roche-sur-Yon, avec des tracteurs qui arrivent dans les villes. Et puis, il y a tout un contexte, évidemment, tout un contexte international, qui est un contexte de soulèvement de peuples, soit de révolution, comme ça a été le cas, bien sûr, dans la Chine de 1949, dans le Cuba de 1959, tous les mouvements anti-impérialistes, les mouvements de la tricontinentale, hein, lancée en 1966, l'idée d'unir les trois continents que sont l'Amérique latine, entre guillemets, l'Afrique et l'Asie. Donc, cette importance vraiment de l'anti-impérialisme, bien évidemment ravivée à l'aune de la gravité que représente la guerre du Vietnam. Et en fait, ce qu'on n'a pas toujours en tête, et notamment dans les plus jeunes générations, hein, c'est que 68 commence, mars 1968 en France commence lorsque des étudiants vont briser les vitrines de l'American Express à Paris pour protester justement contre la guerre du Vietnam. On ne comprend pas non plus 68 si on n'a pas à l'esprit cette importance de l'auto-organisation dans des comités Vietnam de base, comité Vietnam national, etc. Et donc, la grande importance qu'occupe cette question de l'anti-impérialisme à l'époque. Anti-impérialisme et internationalisme, hein, qui sont vraiment structurantes en 1968. La première grande manifestation de 1968, indépendamment de ce que je vous ai dit sur les mobilisations paysannes, c'est ce qui se passe en février 1968, hein, des journées contre la guerre du Vietnam, des journées anti-impérialistes qui sont organisées à Berlin-Ouest, où l'on retrouve justement, par exemple, vous voyez en haut à gauche, au centre, hein, avec le pull blanc, Rudi Dutschke, qui, peu de temps après, sera victime d'une tentative d'assassinat dont il ne mourra pas tout de suite, mais après bien des années, des séquelles de cet attentat. Le monde entier s'embrase en 1968, et je vous ai à dessein reproduit deux photographies qui représentent finalement deux polarités finalement
assez opposés. Hein. D'un côté, San Francisco, les campus états-uniens, les sit-ins, les mobilisations justement contre la guerre, et de l'autre, Prague, évidemment, les espérances de lutter contre les régimes autoritaires et bureaucratiques, comme on le voit lors du printemps de Prague. On peut citer aussi les étudiants japonais mobilisés aussi contre l'armée américaine. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a bien d'autres endroits dans le monde où 1968 constitue un événement d'insubordination, de rébellion, de révolte, comme on le voit à Dakar, mais aussi à Alger, à Ankara, à Istanbul, à Téhéran également. Voilà. Et donc, somme toute, finalement, cette photographie qui a été prise en mai 1968 à Columbia, donc sur le campus étudiant de Columbia à New York. Voilà, cette opposition entre des jeunes et les forces de l'ordre, c'est assez caractéristique finalement d'un mouvement qui est assez vaste, qui est international, mais aussi transnational, internationaliste, avec des solidarités vraiment internationales. Comme on le voit ici, bon là, on voit par exemple Daniel Cohn-Bendit, vous le reconnaissez forcément, et à ses côtés, Tariq Ali, hein, le militant britannique, lui aussi internationaliste. Intéressant de voir que dans la presse quotidienne régionale en France, comme on le voit ici dans cet exemple pris parmi tant d'autres, hein, La Montagne en juin 1968, eh bien, on fait la une sur ce qui se passe en Italie. Hein, voilà, les révoltes des étudiants italiens à ce moment-là. Et il faut aussi, bien sûr, quand on parle de la dimension internationale de 1968, se rappeler le massacre qui aura lieu sur la place dite des Trois Cultures hein, à Mexico, le 2 octobre 1968, quelques jours seulement avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Mexico, et qui, en fait, suscite à la fois une grande indignation dans différents endroits du monde, mais ça n'empêchera pas finalement les Jeux Olympiques de se tenir tranquillement. Dans tout mouvement qui n'est pas forcément révolutionnaire, hein, 68, est-ce que c'est une révolution? Bon, on peut s'interroger. Une révolution en général, c'est un renversement du pouvoir, c'est aussi un changement radical des structures de production, des rapports sociaux, des rapports de production. En tout cas, il y a eu une espérance révolutionnaire, ça c'est sûr, je vais essayer aussi de vous en dire quelques mots. Mais en tout cas, dans ces mouvements, dans ces soulèvements populaires, bon, il y a toujours une étincelle. Moi, ce que j'ai voulu d'abord vous rappeler, c'est quand même cette dimension structurelle, un contexte sans lequel on ne comprend vraiment pas cette grève générale de mai-juin 1968. Et évidemment, la question de la violence, la question de la violence, de la répression policière face à des jeunes qui se mobilisent et qui sont parfois frappés à terre par les forces de l'ordre, font se poser la question, mais quel ordre? Quel est l'ordre que protègent ces forces de l'ordre? Et donc, cette indignation qu'on va voir se répandre un peu partout. Par exemple, j'ai trouvé dans les archives départementales de la Creuse, donc à Guéret, on est vraiment très très loin du quartier latin, cette lettre adressée au Premier ministre Georges Pompidou, des instituteurs du canton de Pontarion, donc dans la Creuse, qui protestent en fait contre les violences qui s'abattent sur les jeunes, notamment du quartier latin. Donc, il y a vraiment cette indignation qui rappelle aussi des souvenirs encore brûlants, hein, des souvenirs encore très très proches hein, en 1968, ceux de la guerre d'Algérie, ceux de la répression des manifestations. On n'a pas en tête véritablement en 1968, sauf exception, la terrible répression de la manifestation organisée par le Front de libération nationale pour l'indépendance de l'Algérie le 17 octobre 1961. Mais en revanche, on a beaucoup en tête la manifestation du 8 février 1962, qui a été, comme vous le savez, très violemment réprimée et qui a fait donc 9 victimes, dont le jeune Daniel Ferry, dont vous voyez la photographie ici en bas à gauche. Et donc ce souvenir de cette répression policière est vraiment très, très, très important lors des premiers mouvements d'affrontement avec les forces de l'ordre. Alors, avec le recul, certains regards un peu ironiques, sarcastiques, disent « Oh oui, tout ça, ces barricades de 68, c'était pas grand-chose, etc. » Mais c'est quand même oublier
quand on y était, c'était véritablement impressionnant, comme le montre par exemple cette photographie prise par Gilles Caron le 10 mai. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression ici d'un général qui charge sabre au clair. Donc, il faut quand même avoir en tête que à ce moment-là, l'horizon était vraiment ouvert. Et quand l'événement véritablement a commencé avec ces barricades, avec ces affrontements très graves avec les forces de l'ordre, justement, je vous disais tout à l'heure que la commune était présente. Dans la première nuit des barricades, on a entendu « ça y est, c'est la commune ressuscitée », etc. Le fait même d'ériger des barricades, c'était une manière de se souvenir des grandes révolutions du 19e siècle, que ce soit les barricades de 1830, celles de 1848 ou celles de 1871. Il y avait vraiment ce souvenir, et donc, bon, c'est facile a posteriori de dire « oh non, tout ça, c'était pas grand-chose au fond ». Parce qu'à l'époque, on pouvait se dire « mais peut-être que le pouvoir va tomber ». Voilà, on pouvait en faire l'hypothèse, elle ne semblait pas du tout irréaliste. Souvent, on dit, voilà, tout ça, ça commence avec les étudiants, et puis après, à partir du 13 mai, ce sont les ouvriers qui rejoignent le mouvement, les travailleurs, etc. En fait, ce dont on s'aperçoit quand on travaille, comme j'ai essayé de le faire dans les archives, et notamment, par exemple, ici, les archives de la préfecture de police, dès le 3 mai, il y a toutes sortes, là, ce sont les interpellations, toutes sortes de métiers qui sont représentés, beaucoup d'ouvriers, comme vous le voyez aussi des employés, des commerçants, vous voyez des employés de restaurant, par exemple, chefs de rang à la bouteille d'or. Les années correspondent aux années de naissance des interpellés, des coursiers, des plongeurs, des vendeurs en librairie. Il y a des enseignants aussi, des éducateurs, quelques ingénieurs. On trouve même des médecins. Et vous voyez ici, dans les premières échauffourées et premiers affrontements avec les forces de l'ordre, il y a même des soldats, en tout cas, qui font leur classe, et même un retraité qui est né en 1903. Voilà. Et il y a aussi cet internationalisme que j'ai déjà évoqué, mais qu'on va retrouver finalement dans l'événement 1968, puisque parmi les interpellés, donc là je vous ai choisi une date un peu au hasard, le 24 mai 1968, pardon, mais voilà, on a de très nombreuses nationalités représentées parmi les personnes qui se mobilisent dans les manifestations, et donc aussi parfois dans les affrontements avec les forces de l'ordre, beaucoup d'Algériens, de Marocains et de Tunisiens, mais aussi des Allemands, des Autrichiens, des Espagnols, des Italiens. Bon, voilà. Et vous voyez aussi toute l'étendue des professions représentées. Par exemple, voilà, on ne manque pas la police, ça, ce sont les relevés de la police, de dire, voilà, par exemple, ce japonais, c'est un artiste peintre cubiste, comme si ça venait encore renforcer la dimension subversive de ce cas. D'ailleurs, cet internationalisme, il est fondamental dans les solidarités qui vont se déployer en 1968, dans la perspective aussi de soutenir les grévistes ou les manifestants qui n'ont pas la nationalité française et qui risquent à tout moment de se faire expulser. Ce sera le cas de beaucoup d'entre eux, notamment expulsés en Algérie, expulsés aussi en Espagne, dans la terrible Espagne de Franco, évidemment, à l'époque. Donc, on le voit, il y a des tracts qui sont traduits en arabe, en portugais, en italien, en espagnol, des pancartes ici, comme on le voit également, par exemple chez Citroën. Et puis donc, ces immenses manifestations qui commencent surtout le 13 mai 1968, quand dans l'unité syndicale, il y a un appel à une grève générale dite carrée de 24 heures, mais qui va très vite déborder, puisque dès le lendemain, à partir du 14 mai, à Sud Aviation, il y a reconduction de la grève et surtout l'occupation. Et c'est là que les occupations commencent. Comme vous le voyez avec les photos qu'on a déjà pu voir, et celle-ci notamment de Colombard, en fait, ces occupations, bon, elles sont diverses. Parfois, c'est uniquement contrôlé par les syndicats sur place. D'autres fois, ce sont vraiment des comités de grève. Mais en tout cas, il y a une animation de ces grèves. Il y a, comme vous voyez ici,
tout un agenda, tout un calendrier avec des manifestations, des meetings, des concerts, des réunions diverses. Et ça touche, voilà, hein, je vous ai dit 10 millions de personnes, ça touche des catégories extrêmement diverses. Ici, des cheminots à Bordeaux, des éboueurs, des hospitaliers, on est toujours à Bordeaux, des infirmières, des personnels soignants. Et puis, on parlait de la commune. Et comme je vous le disais, le souvenir de la commune est vraiment très prégnant. Par exemple, on a réédité en facsimilé le journal Le Cri du Peuple, le journal notamment de Jules Vallès, des théâtres, organiser des spectacles de rue sur la commune. Et à Nantes, le comité intersyndical a occupé l'hôtel de ville, un peu à la manière dont la garde nationale fédérée avait occupé l'hôtel de ville de Paris à partir du 18 mars 1871. Et donc, on a pu parler d'ailleurs de commune de Nantes à l'époque. C'est intéressant parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD, il y a eu des journées organisées autour de la commune, la commune en général et la commune de Paris en particulier. Mais on a aussi parlé de la commune de Nantes hein, comme un souvenir de cette expérience, une tentative d'organiser en fait la vie de la commune à partir de la grève, donc avec des bons d'essence, des collectes et des distributions de denrées alimentaires, et puis cette manière aussi de renommer certains lieux, hein. Par exemple, de manière tout à fait éloquente, la place dite Place Royale à Nantes est rebaptisée, notamment par des paysans d'ailleurs, qui sont venus en cortège dans le centre-ville, Place du Peuple. Et on les voit encore, ces paysans. Hein. Bon, je ne vous dis pas du tout que tout le monde agricole est mobilisé en soutien à la grève générale, hein, ce n'est pas le cas du tout. Mais il y a une partie, et surtout dans l'Ouest, hein, que l'on pense à tout le mouvement impulsé par Bernard Lambert, hein, notamment, qui disait, hein, ça aussi c'est une référence à la commune, nous ne serons pas les nouveaux Versaillais. Hein, voilà. Donc, par rapport à cette France rurale, de l'Assemblée qui avait élu l'Assemblée de Versailles en février 1871. Voilà, certains paysans soutenaient les grévistes, participaient aux manifestations, comme on le voit ici à Nantes, et disaient « nous ne serons pas les nouveaux Versaillais » du nom de l'Assemblée dominé par le chef de l'exécutif, Adolphe Thiers. Et donc, on a aussi non pas des barricades, mais des barrages, hein, comme on le voit ici. Et puis, des espérances, en fait, des espérances qu'on trouve dans des secteurs finalement très divers. Là, je vous ai représenté la photographie de Francis Barbu, qui est l'évêque de Quimper, parce que Francis Barbu, du haut de sa chaire, en sa cathédrale, n'hésite pas à dire qu'au fond, il faut soutenir cette grève, il faut aider les grévistes, parce que le monde marche cul par-dessus tête, est orienté vers le profit, l'argent, l'individualisme, et que finalement, la grève fait retrouver des valeurs de solidarité. Et on le voit dans d'autres secteurs finalement de l'Église, hein, qui fait, après Vatican II, son aggiornamento. Alors, ce n'est pas du tout le cas de tous les représentants ecclésiastiques, a fortiori de l'épiscopat, mais on a des exemples qu'on peut trouver dans les archives. Par exemple, ici, archives départementales des Ardennes. Alors, je vous donne voilà, ici l'hebdomadaire du diocèse de Reims. Sommes-nous aussi émus par le chômage des salariés, le manque de débouchés offerts aux étudiants que par l'incendie de quelques voitures dans les rues de Paris? Donc, vraiment, l'idée, on le voit aussi au-dessus de la participation, le partage des responsabilités, l'épanouissement intégral de l'homme pour demander de la justice, des salaires décents, etc. En somme toute, ce qu'on peut dire, c'est que 68, c'est un mouvement. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette photographie de Jean-Pierre Terre avec ces jeunes qui courent. Voilà, 68, c'est un mouvement qui n'est pas définitivement figé, fixé. La question du corps, d'ailleurs, du corps en tant qu'il est politique, est très présente. Ce sont les premiers sit-ins, comme on le voit ici à Rouen. Ça, c'est une photographie que j'ai retrouvée dans les fonds d'archives de ma propre université. Et ça, à l'époque, ça apparaît complètement subversif, hein, que des hommes, des femmes comme ça, sur une place publique, puissent s'asseoir par terre et s'approprier les lieux. C'est quelque chose de très différent. Et justement,
enfin très inédit. Et justement, c'est l'occasion aussi pour moi d'évoquer la place des femmes, hein, parce que ces femmes, elles sont vraiment très présentes en 1968, en particulier dans les grèves. Alors là, je vous ai sélectionné une petite série de photographies de ces ouvrières en grève. Ici, c'est au Petit Quevilly, dans l'entreprise des fermetures éclairs, hein, bien connue. On voit des femmes faire des sit-ins dans la cour de leur usine. Par exemple, ici, dans cette usine en Vendée, alors la Vendée, en général, c'est quand même pas un bastion avancé de l'avant-garde révolutionnaire, mais à La Roche-sur-Yon, il y a eu beaucoup de grèves, justement, et notamment de grèves de femmes. Certaines avaient planté des tentes à l'intérieur de leur usine. Parfois, elles organisaient des bals, etc. Donc, elles sont vraiment très présentes. Autre exemple, ici une photographie prise le 24 mai 1968 dans l'usine de chaussures Bata en Dordogne. Vous voyez, donc c'est pas, voilà, on n'est ni à Lyon, ni à Roubaix, dans les grands bastions ouvriers, hein, mais on est en Dordogne. Ces femmes aussi qu'on retrouve dans d'autres secteurs que l'industrie. Il faut penser aux employés de magasins, aux employés des chèques postaux qui ont été très, très impliqués dans la grève et l'occupation des centres de chèques postaux. J'ai retrouvé aussi, par exemple, des archives d'Air Inter et d'Air France avec la grève des hôtesses de l'air qui demandaient en particulier justement toute une série d'améliorations de leurs conditions de travail, mais c'est vraiment le changer la vie, au sens par exemple où ces hôtesses de l'air, elles se disaient on ne peut pas seulement réclamer des augmentations de salaire. Par exemple, elles disaient on doit refuser les primes. C'est intéressant, hein. Grève des hôtesses de l'air, elles disaient on doit refuser les primes parce que les primes, ça nous divise, parce que les primes, ça nous individualise, ça nous met en concurrence. Et donc, il faut vraiment demander beaucoup plus de justice et beaucoup plus d'égalité. Ces femmes, on les voit aussi dans les services d'ordre des manifestations. Hein. Exemple ici à Rouen. Ça ne veut pas dire du tout que tout soit harmonieux et l'émancipation généralisée, puisque au contraire, il y a aussi un certain nombre, notamment de militants syndicalistes, surtout à la CGT, hein. Je ne jette pas du tout la pierre spécialement à la CGT, mais c'est ce qu'on retrouve assez clairement, qui se méfient à propos de la présence des femmes, notamment dans les occupations, qui disent notamment que voilà, la place des femmes, ce n'est pas dans les occupations d'usine, ce n'est pas non plus dans justement ces services d'ordre, ce n'est pas forcément non plus dans les délégations lors des négociations avec le patronat. Donc, il y a aussi quand même une forme de misogynie hein, qui peut s'exprimer dans une partie du mouvement. Et d'ailleurs, ces femmes, eh bien, elles le diront ensuite. Elles diront, mais il y a quand même un paradoxe, parce que d'un côté, on parle de l'émancipation, de la fin des dominations, de la fin des pouvoirs arbitraires, mais de l'autre, il y a quand même toujours une domination masculine qui est à la tribune, qui tient les mégaphones, qui monopolise la parole. Ce sont des hommes. Là où les femmes, elles sont surtout érigées finalement en allégories. Hein, les fameuses allégories qui rappellent en quelque sorte des Mariannes, les Mariannes révolutionnaires, la Marianne de Delacroix, hein, comme on le voit dans ces photographies, dont certaines sont très célèbres, en particulier celle de Caroline de Benderne, qui était d'ailleurs la fille d'un industriel britannique qui, quand il a vu les photographies de sa petite fille brandissant le drapeau du Front national de libération nord-vietnamien, égérie de la révolution, notamment à Paris, a décidé de la déshériter. Hein. Et Caroline de Bender, bon, ben voilà, non seulement elle sera déshéritée, mais en plus, elle tentera plus tard d'essayer de faire, y compris d'empêcher que cette photo circule, ce qu'elle ne pourra pas justement empêcher. Parmi ces femmes, plutôt que de retenir justement la figure un peu écrasante de Cohn-Bendit, quand on parle de 68, on évoque toujours Daniel Cohn-Bendit comme si il pouvait symboliser 68 alors qu'il y a 10 millions de personnes en grève. Mais je préfère retenir ce visage que vous connaissez sans doute hein, si vous avez vu ce film extraordinaire d'Hervé Leroux qui s'appelle Reprise. Hervé Leroux qui en 1997 est allé sur les traces de cette femme, essayer de retrouver cette femme qui était ouvrière aux usines Wonder à Saint-Ouen
et qu'on avait vu sur ce petit film tourné par des étudiants en cinéma de l'IDEC qui disaient mais moi je veux pas rentrer, c'était en juin. Et il y avait eu un vote légèrement majoritaire pour la reprise du travail. Et cette femme avait hurlé, avait pleuré aussi, disant mais je rentrerai pas dans cette tôle, on est dégueulasse, etc. Parce qu'on est dégueulasse au sens où voilà, c'est toute les produits chimiques dangereux qui rendent tout noir, etc., enfin, qui rendent la peau noire, les vêtements noirs, etc. Et pour moi, ce cri et ces larmes de Jocelyne et sa détermination, on ne connaît que son prénom. Hein. Finalement, Jocelyne, on ne l'a jamais retrouvée. C'est bel et bien, non pas l'allégorie, au sens où voilà, ce serait juste un symbole, mais c'est plutôt l'incarnation de 1968. Parce que ces femmes, elles viennent rompre finalement avec un certain ordre moral qu'on pouvait trouver, par exemple, la non-mixité des établissements scolaires, les blues, les nattes, voilà, un certain ordre moral, qui correspondait aussi à un certain ordre social. Et en fait, elles vont aussi se mobiliser contre l'enfermement des femmes dans un certain rôle, une sorte d'assignation à des rôles qu'on dirait aujourd'hui de genre, des rôles en l'occurrence de féminité. Même le Parti communiste, lors de la fête des mères en mai 1968, disait voilà, c'est exalter les mamans, la fête des mères, etc. Bon, alors que c'était plutôt une fête bétainiste à l'origine. Et même les situationnistes, hein, c'est-à-dire ce groupe d'artistes, d'écrivains qui se voulaient révolutionnaires, marxistes, libertaires, etc., finalement faisaient de la femme une sorte d'objet sexuel, toujours montré surtout voilà, comme en quelque sorte offerte dans son corps, dénudé, etc. Comme on le voit ici, jamais j'aurais dû épouser un ministre, je file dans une usine en grève, mais on comprend que, bon ça c'est les détournements situationnistes, on comprend qu'en fait, bon, si elle veut aller dans une usine en grève, c'est pas spécialement pour y faire grève, mais plutôt parce qu'il y aurait des hommes séduisants. Et ce qui est aussi intéressant à propos des femmes en 1968, c'est que les gaullistes aussi, le pouvoir aussi, essaie de s'adresser à elles en les essentialisant en quelque sorte dans un rôle spécifique, un rôle supposé de femmes, comme on le voit sur cette affiche, des CDR, les comités de défense de la République, donc, qui dit « Les femmes de France adressent un appel solennel afin que chacune fasse entendre sa voix, la voix du bon sens, du courage, de l'amour, contre celle du désordre et de la haine. Unissons-nous pour la raison et pour la paix dans le calme et le travail. » Donc, en fait, typiquement, cette affiche, elle correspond absolument à cette assignation à une fonction féminine. Voilà, les femmes seraient des femmes paisibles, tranquilles, qui seraient dans la sollicitude, qui seraient dans le bon sens. Alors que, évidemment, les femmes, on l'a déjà rappelé, elles sont vraiment des participantes très agissantes dans les grèves, dans les mobilisations. Simplement, on ne leur accorde pas une place décisive qu'elles vont ensuite revendiquer en s'organisant à partir des années suivantes, notamment à partir de 1970, dans les mouvements féministes, dans les groupes non mixtes, etc., des groupes femmes. Alors, en fait, la révolution est dans l'air. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, on parle de révolution aussi bien du côté de ceux qui s'autodésignent comme des enragés. Et le terme d'enragé, eh bien, c'est aussi un retournement du stigmate. Ah, vous, comme on l'avait fait sous la Commune, hein, vous nous dites quand nous sommes des canailles. Eh bien, il y avait une chanson sous la Commune qui disait c'est la canaille, eh bien, j'en suis. Bon, eh bien là, c'est pareil pour les enragés, même si on peut aussi avoir à l'esprit que ça se réfère également à la Révolution française, aux enragés de la Révolution française, qui estimaient que la République, notamment mise en place autour du Comité de salut public et de Robespierre, n'était pas une république suffisamment sociale, n'était pas une république suffisamment égalitaire. Et donc, ce comité des enragés qui disait « La révolution qui se prépare depuis plus d'un siècle nous revient », mais cette allusion à la révolution, on la trouve également du côté de groupes chrétiens, catholiques. C'est le cas, par exemple, de ce groupe biblique universitaire de Paris qui parle de la révolution permanente. C'est intéressant, révolution permanente, parce que
Eux, je ne pense pas qu'ils pensent à Trotsky, mais Trotsky proposait justement la révolution permanente, la révolution en permanence. Et c'est aussi une référence que l'on trouve dans la chanson de Georges Moustaki, hein, Sans la nommer, hein, que vous connaissez peut-être. Hein. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, et puis on l'appelle révolution permanente. Donc, même dans ces groupes catholiques, il y a l'aspiration à une révolution. Et ce qui est tout à fait intéressant quand on travaille sur les archives de ce moment, c'est que les renseignements généraux, j'ai beaucoup travaillé sur les archives des préfets, des renseignements généraux en particulier, les renseignements généraux eux-mêmes se disent, oh là là, il y a vraiment un risque de révolution. Par exemple, ici, dans la Loire, l'idée que la France est tout entière ébranlée par une révolution. C'est dire que ce mot n'est pas réservé aux groupes que, notamment, le Parti communiste désigne comme des gauchistes. On le trouve, voilà, cet espoir de révolution un peu partout, même si bien sûr tout le monde n'y met pas le même sens, tout le monde ne lui attribue pas la même signification. Très intéressant, les éditoriaux de Michel Rocard, qui est à la tête à cette époque du PSU, hein, le Parti socialiste unifié, et donc son journal, c'est Tribune socialiste. La France va-t-elle vers une révolution ? Alors, quand on lit les autobiographies, parce qu'il en a écrit plusieurs, hein, à peu près une toutes les décennies, Michel Rocard, quand on lit ses autobiographies, plus on avance dans le temps, plus il dit oh, non, moi je n'étais pas du tout révolutionnaire, moi je n'étais pas du tout marxiste, etc. En revanche, il suffit tout simplement de comparer ce qu'il dit dans ses souvenirs à ses textes de l'époque pour montrer qu'il y avait vraiment une manière d'insister sur, évidemment, l'autogestion, hein, c'était quelque chose qui était très important. Ce que disait Rocard, par exemple, c'était pouvoir aux ouvriers, pouvoir aux paysans, pouvoir aux étudiants, autodétermination, et puis l'idée vraiment d'un socialisme, mais entendu au sens aussi d'une socialisation des moyens de production, ici et maintenant. Donc, parmi ces aspirations du changer la vie que l'on trouve en 68, il y a, et là aussi on retrouve des occurrences de la commune, hein, l'idée de démocratie directe, l'idée de pouvoir ouvrier, des comités d'action, des comités quartiers, des comités de grève qui se mettent en place un peu partout et qui, parfois, juste voilà, ce sont des voisins, voisines qui parfois ne se connaissaient aucunement, mais qui, à la faveur de l'événement, voient la parole se libérer en quelque sorte. Hein. Il y a le philosophe Michel de Certeau qui a dit en 68, on a pris la parole comme en 89, on avait pris la Bastille. En fait, ce n'est pas de Michel de Certeau hein, qui l'a dit à l'été 1968, mais ça, on l'avait entendu dans l'Odéon occupé. Donc, cette prise de parole, elle donne lieu aussi à des réflexions, un peu comme le faisaient les clubs populaires de la commune. On se mettait à réfléchir, à poser des hypothèses d'alternatives. Par exemple, ici, sur les élections. En fait, le problème du vote dans une démocratie représentative, c'est qu'on est finalement dépossédé du véritable pouvoir de décision. Ici, il est dit, le vote donne à chacun, à cause de sa représentativité nationale infime, l'impression de pouvoir très peu de choses sur la vie de la société, ce qui provoque une dépolitisation, etc. On pourrait appeler cette manière d'organiser finalement des projets, une sorte de réflexion sur la transition, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une volonté de revendiquer des augmentations de salaire, et ça c'est très important, les augmentations de salaire, parce que beaucoup de salaires sont vraiment très faibles à l'époque. Je vous ai parlé en évoquant le contexte, du fait qu'il fallait vraiment relativiser les 30 glorieuses. On travaille encore beaucoup, on est rémunéré beaucoup à la pièce. Il y a beaucoup de très faibles salaires. Il y a aussi beaucoup de très faibles retraites. Voilà. Donc, je vous ai dit aussi 1 million de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est quand même vraiment important dans cette France supposément de la prospérité. Donc, on ne dit pas seulement augmenter les salaires, diminuer le temps de travail, mais on parle aussi de l'échelle mobile des salaires. On met en avant des aspirations, des revendications qui permettraient de faire la transition entre justement des revendications élémentaires et des aspirations d'une société libérée de l'exploitation et du capitalisme, parce qu'il en est beaucoup question en 68. Par exemple, le contrôle ouvrier sur la production. Par exemple, l'ouverture des livres de compte. Le veto
des salariés sur l'embauche, sur les licenciements, la suppression du secret bancaire. C'est-à-dire autant de perspectives qui, si elles sont vraiment menées en réalité, mettent en cause le fonctionnement du système, subvertissent ce fonctionnement. Donc finalement, c'est une sorte de « et si ». Qu'est-ce que l'on ferait si dans les archives de ces comités de base, des comités de grève, des comités de quartier, on retrouve voilà, des discussions sur qu'est-ce qui se passerait si on supprimait la publicité. Alors, il y aurait, c'est en 68 qu'a été introduite la publicité à la télévision. Eh bien, la créativité liée à la publicité, elle serait libérée. Et puis, du coup, voilà, on sortirait un peu de cette économie concurrentielle. Ça serait la fin de la stricte division du travail. C'est-à-dire refuser, comme le disent beaucoup les étudiantes et étudiants en 68, refuser qu'il y ait d'un côté les travailleurs manuels et de l'autre les travailleurs intellectuels. Alors, tout ça ne va pas, il est bientôt 7 heures, donc ça fait 3/4 d'heure que je parle, donc je vais bientôt m'arrêter pour pouvoir laisser la place à la discussion. Tout ça ne va pas sans tension quand même, il y a de la conflictualité aussi parmi les grévistes et toutes celles et tous ceux qui se retrouvent de ce côté-là de la barricade. J'aime beaucoup ce dessin de Wolinski, en 68, on voit un délégué syndical qui est à la tribune, et puis il y a des ouvriers en grève, et il leur dit « Camarades, il paraît que vous avez arrêté le travail. Oui, 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 oui. Et si vous avez débrayé, c'est que vous avez des revendications à faire valoir. Je suis votre délégué, vous ne devez rien me cacher. » Bon, les grévistes ne répondent rien. « C'est les salaires, camarade? Vous voulez une augmentation, c'est ça? Toujours rien. Ou alors, c'est la sécu ou les vacances. Il faut que je place le gouvernement et le patronat devant leurs responsabilités. Parlez à votre délégué qui vous aime, allez. » Et puis, c'est toujours le silence qui lui répond. Donc, il s'énerve. « Tas de salopards, vous allez me dire pourquoi vous êtes en grève, oui ou merde ?» Alors, tout à coup, ils ont des choses à dire. Ils disent « On veut faire la révolution. » Et alors, l'autre, délégué syndical, tout dépité, « La révolution? Vous êtes fous. Le gouvernement et le patronat ne marcheront jamais. » Voilà. Donc, c'est assez significatif justement de la tension qu'on ne peut pas du tout occulter à propos de 68, entre d'un côté des grévistes, pour certains, surtout des jeunes, syndiqués ou pas syndiqués. Le rôle des syndicats est tout à fait majeur dans la grève et dans la généralisation de la grève, mais certains qui veulent aller vraiment loin, essayer d'organiser justement des comités de grève qui sentent que le pouvoir finalement peut céder. Et puis de l'autre, une direction de la CGT, la direction du Parti communiste, avec des nuances évidemment, qui s'inquiètent aussi de cette subversion par la grève générale, qui d'un côté l'a encouragée pendant les premières semaines, et puis qui de l'autre, avec les rencontres de Grenelle, avec voilà, la décision de participer aux élections, va chercher aussi à la canaliser. Le Parti communiste est très inquiet en particulier parce que lors du grand meeting au stade Charletti le 27 mai 1968, il n'est pas invité. Il n'est pas présent. Il y a la CFDT, il y a le PSU, entre autres. Il y a évidemment la présence muette, silencieuse de Pierre Mendès France. Et donc, le Parti communiste a le sentiment que quelque chose se trame dans son dos. Et donc, s'inquiète aussi de cela. Et dès lors, quand De Gaulle va proposer finalement cette perspective électorale, voilà, il faut que les choses rentrent dans l'ordre par le biais de la voie des urnes, eh bien, le Parti communiste, comme la plupart des autres organisations, à l'exception du PSU et de la CFDT, vont très bien s'en accommoder, en considérant que voilà, il y a Grenelle, il y a d'un côté des négociations qui débouchent, comme on le sait, sur des avancées importantes, notamment l'augmentation de 35% du SMIC, l'augmentation de 7% en moyenne des salaires, la suppression des abattements d'âge, les abattements d'âge pour les jeunes. Jusqu'alors, les jeunes touchaient un certain pourcentage du salaire moyen juste parce qu'ils étaient jeunes, variable selon les branches et les secteurs professionnels. Mais à Grenelle, on met aussi sous le tapis un certain nombre de revendications, par exemple sur la durée du temps de travail, par exemple sur la défense de la sécurité sociale, après les ordonnances de 67.
Bref, l'idée, c'est quand même de pouvoir arrêter la grève. Alors, pour terminer, hein, quelques mots sur la fin de l'histoire et puis son regard par le pouvoir. Alors, il y a ce dessin en forme de clin d'œil de ciné où on voit De Gaulle chez son psychanalyste qui dit « Je n'ai jamais aimé les jeunes ». Bon, les jeunes ne sont pas tous mobilisés du côté des barricades, des grèves et des manifestations de contestation. On les retrouve, d'autres de ces jeunes, c'est pour ça que c'est difficile de parler de la jeunesse, on les retrouve pour certains du côté de l'ordre, du côté de cette grande manifestation du 30 mai 1968, qui est en quelque sorte la manifestation symétrique de celle du 13 mai 1968. Manifestation du 30 mai pour De Gaulle, pour la défense du pouvoir, pour la défense du retour à l'ordre. On entend même aussi des vives Pétain hein, dans cette manifestation du 30 mai, parce qu'il y a aussi des membres de l'extrême droite. On va entendre des slogans parfois extrêmement durs, voire violents. Les cocos au poteau, ou bien encore... Cohn-Bendit, oui, les cocos à Dachau, voilà, hein, les cocos à Dachau, le rouquin à Pékin, comme si Cohn-Bendit était en fait un aspirant de la révolution culturelle chinoise, ce qui est quand même pour le coup un contresens à propos de Daniel Cohn-Bendit, qui à cette époque, il a bien changé comme vous le savez, mais est vraiment un militant libertaire. Donc, on voit ces anciens militaires qui viennent à la manifestation bardés de médailles. On voit toute la symbolique. Il n'y a pas que des Mariannes du côté de la contestation et de la grève. Il y a aussi cette symbolique du drapeau tricolore avec ce partage en fait qu'on a déjà trouvé et ô combien sous la Commune entre d'un côté les drapeaux rouges et de l'autre les drapeaux tricolores. Ici, donc en soutien à De Gaulle au pied de l'Arc de Triomphe. Cette joie aussi qu'il ne faut pas oublier du côté des manifestants favorables à De Gaulle, au retour à l'autorité, hein, avec cette magnifique photo prise le 30 mai 1968 sur les Champs-Élysées. Et donc aussi toute une manière de dire, mais le gaullisme n'est pas mort, le gaullisme c'est aussi la jeunesse n'est pas que du côté des grévistes. Et donc il va y avoir aussi toute une propagande par des affiches, par exemple des CDR, donc des comités de défense de la République, qui vont être des tracts, qui vont être balancés, y compris par avion, sur l'idée que la République est en danger et qu'il faut la préserver. Et aussi avec cette idée qu'on va reprendre le mot révolution. Ah, vous parlez de révolution, mais nous aussi, hein, du côté des jeunes gaullistes, on veut la révolution. Donc, exemple de ce petit papillon-là, les jeunes assument la révolution avec De Gaulle, ou encore ici, comité de défense de la République, venez au CDR, faire avec nous la révolution, mais dans la paix. 68 se termine mal, et se termine par une violence dont on parle trop peu, avec des morts, avec la mort de Gilles Tautain, mort noyé lors d'une charge le 11 juin 1968, mort aussi à Peugeot-Sochaux de 2 ouvriers, Pierre Bello et Henri Blanchet. D'autres morts viendront aussi à la fin du mois de juin 1968, au point que sur les affiches de l'école des Beaux-Arts, hein, dit Atelier populaire, on reprend cette formule qu'on a retrouvée chez Marx à propos de 48 et de la Commune, l'ordre règne, qu'on a retrouvé chez Rosa Luxembourg juste avant son assassinat en janvier 19, l'ordre règne. Et donc, ce qu'on peut conclure, j'espère que ça vous convient, que ce n'est pas trop long. Je voudrais conclure sur quelques mots encore, ça va, Dany, Bernard? Ouais, c'est impeccable. Hein, impeccable. Vas-y, Bon, vas-y. Vous êtes un peu indulgent avec moi, je pense que voilà. Non, mais quand il y a un intervenant ou une intervenante passionnant, on aurait honte de le couper. Ouais, c'est très gentil. Mais je vérifie l'heure et j'en suis toujours un peu anxieuse, évidemment. Qu'est-ce que c'est, finalement, voilà, pour terminer aussi sur les élans, on parlait de changer la vie, etc. Il y a un écrivain dont j'aime beaucoup l'œuvre, Serge Velay, hein, qui parle de 68. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez des termes ici. Hein. Une impatience, une exigence, une intensité, une échappée, une vibration de vie, une jubilation, etc. Un amour fou, un rire irrévérencieux,
un communisme de pensée. Voilà, enfin, l'idée qu'on s'est quand même trouvé en 68, on s'est trouvé à tous égards, on s'est trouvé individuellement et collectivement. Il y a eu vraiment le sens d'une révélation, le sens de l'humour aussi, hein, comme on le voit à cette photo prise boulevard Kellerman, où on voit l'effigie de Gaulle qui fait du stop pour rentrer finalement à Colombey, et ça a l'air de réjouir les badauds sur ce trottoir du boulevard Kellerman. L'art aussi, et là aussi ça fait écho à la Commune de Paris, parce qu'il y avait cette fédération des artistes sous la Commune, avec notamment Gustave Courbet, qui disait mais l'art, ça doit être pour tous et pour chacun, ça ne doit pas être seulement dans les musées, ça doit être un art populaire. Et en fait, quand on a du temps, hein, je vous parlais en introduction de cette espèce de temps extraordinaire, de ce temps suspendu, de ce temps ravivé, et bien quand on a du temps, on peut aussi mettre en valeur, cultiver ses propres capacités créatrices, trop souvent et trop longtemps enfouies. C'est le cas par exemple ici des ouvriers de Peugeot-Sochaux qui ont peint une très vaste fresque où on voit cet homme, cet ouvrier qui va enserrer comme ça le lion, symbole de Peugeot. Et donc c'est aussi la métaphore de cette reprise en main de son propre destin, de cette capacité à agir, à faire de l'art, hein, quand bien sûr ces écoles des beaux-arts sont transformées en ateliers populaires avec ces affiches-là qui dorment presque encore tranquilles avant d'être collées un peu partout sur les murs. L'idée de l'art, encore une fois, qui ne doit pas être seulement accroché par les cimaises des musées, qui doit être partout, qui doit être dans les rues. L'œuvre d'art se fait en ignorant qu'elle est une œuvre d'art. C'est-à-dire elle ne doit pas faire l'objet de classement, de catégorisation. Comme le disait Leslie Kaplan, que je vous ai cité tout à l'heure, c'est on quittait la case, la catégorie, le cas. Hein, voilà. On voulait être autre chose qu'une fonction de production. Et ça se traduit aussi dans cette perspective artistique. J'ai trouvé dans les archives des danseurs et des danseuses qui s'organisent en comité d'action de la danse avec des danseurs et des danseuses de l'Opéra de Paris. Et aujourd'hui, ça fait écho, étant donné ce qui s'est passé l'année dernière à cet égard et encore récemment sur la réforme de l'assurance chômage, sur la réforme des retraites. Voilà, ils s'organisent, c'est la première fois pour eux qu'ils se mobilisent comme ça, et ils ont le sentiment de devenir des êtres sociaux, pas seulement des artistes inspirés, enfermés dans leur tour d'ivoire. Ces danseurs et danseuses, par exemple, se posent beaucoup de questions sur en quoi elles et ils peuvent être utiles. Pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas libérer les corps aussi par la multiplication de la danse dans les écoles pour faire en sorte que les enfants puis les adultes se sentent aussi plus libres par leur corps. Alors, évidemment, ça suscite aussi beaucoup d'effroi du côté de ceux que 68 terrorise parfois, comme c'est le cas du philosophe Raymond Aron, qui n'hésite pas à faire une comparaison animalière. Et ça, on a retrouvé beaucoup ça sous la Commune, hein, l'idée d'une déshumanisation de ceux qui se mobilisent. Ici, Raymond Aron, dans ses éditoriaux du Figaro en 68, je rappellerai à Pédote les travaux des biologistes. Nous savons que les rats et beaucoup d'autres animaux, à partir d'une densité exceptionnelle dans un espace donné, manifestent tous les signes de dérèglement que nous rattachons dans le monde humain, pardon, c'est un peu coupé, à la névrose. Les étudiants français, en particulier à Paris, souffrent d'une névrose de surpopulation. Donc voilà, typiquement une analyse qui va dépolitiser le mouvement et en quelque sorte le psychologiser, voire le déshumaniser en comparant ça à des populations de rats. Face à ces analyses, il y a l'idée aussi qu'on reprend pied dans l'histoire. On fait histoire. Il y a ce qu'on pourrait nommer une historicité au sens d'une conscience historique. Voilà, le présent, il est inscrit dans une longue histoire. Donc, c'est Vive le Front populaire, par exemple. C'est justement, la référence à la Commune. Je vous ai dit qu'on en parlait avec ce cri du peuple, avec ces théâtres, etc. Et on en parle aussi à propos des manifestations pro-gaullistes. On dit ce sont les Versaillais, hein, ce sont les Versaillais. Et quand le pouvoir va organiser les fameuses élections des 21 et 28 juin 68, beaucoup diront, mais en fait, c'est la revanche des Versaillais, comme ces Versaillais qui avaient écrasé la Commune de Paris. Et voilà, donc vraiment pour terminer, parce que je vous ai dit plusieurs fois de manière tout à fait fallacieuse que je terminais, mais là, c'est vrai de vrai, je voulais terminer sur ces affiches plus contemporaines. J'aurais pu même encore en ajouter d'autres plus récentes, puisqu'on les a vues, en fait, hein, ces formes d'iconographie reprise de mouvement social en mouvement social,
Ce n'est plus De Gaulle, ça a été Villepin, ça a été Sarkozy, on l'a vu récemment avec Macron ou Blanquer. Les terribles récupérations, instrumentalisations qu'on a pu voir aussi du côté de la Manif pour tous, terrible détournement, comme si en même temps c'était un amusement ironique, sarcastique et cruel. On reprend les affiches de 68, mais cette fois pour s'opposer à un droit qu'on peut considérer comme émancipateur, le mariage pour tous, hein, comme vous voyez sur cette affiche, on veut du boulot, pas du mariage homo. Alors c'est quand même pas là-dessus et pas sur cette affiche que je voudrais terminer. On peut faire référence à ce qui s'est passé à l'occasion des 50 ans, où on a vu des occupations dans les universités qui disaient notamment « il commémore, on recommence ». Et ça, c'est intéressant, même pour nous, à propos aussi de 2021 et la Commune de Paris, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie de commémorer ou est-ce qu'on a envie de faire en sorte que ces événements ils soient quand même présents, vivants. Ce n'est pas des fétiches, ce n'est pas des modèles, ce n'est pas des parangons, mais ce sont aussi des sources d'inspiration. Voilà, on a trouvé ça aussi chez les Gilets jaunes. Hein. J'ai fait mai 68, je fais novembre 2018, hein, vraiment avec des références aussi bien à 1789 que à 68, et puis avec des manières aussi de renouer. Je vais m'arrêter sur cet exemple, on pourrait en citer bien d'autres, avec cette force iconographique de 68, presse ne pas avaler, hein, qui représente un peu cet esprit critique de 68. On ne va plus ingurgiter ce que nous disent le pouvoir, les médias dominants. On va faire preuve justement d'un esprit critique et d'une intelligence collective. Et ce sont des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais désormais, il s'agit par exemple et comme métaphore de BFM TV. Et voilà. Merci. Oui, vas-y Bernard. Merci beaucoup Ludivine, c'était passionnant. Si vous voulez prolonger ce qui vient d'être dit, je vous conseillerais de lire son livre 1968 de Grand Soir en petit matin. Et une fois que vous l'aurez fini, vous passerez à sa dernière production, La Commune au présent, qui est tout aussi passionnant. Voilà. Je profite avant qu'on passe aux questions pour vous dire la prochaine visioconférence que nous organisons dans l'Aude, ce sera avec Mathilde Larère autour d'un ouvrage relativement récent qu'elle a écrit aussi, Rage Against Machisme. Voilà. Ce sera même lieu, même heure, et ce sera je retrouve la date, excusez-moi, le 14, pardon, le 14 de ce mois-ci. Sur ce, je me tais. Dany, à toi la parole. Bien, merci Bernard. Très peu de questions et beaucoup de témoignages, et on peut vérifier que mai 68 est encore très vivant pour beaucoup d'entre nous. Alors, ce que je te propose, Ludivine, c'est que je lis les témoignages au fur et à mesure qui sont arrivés, puisque je pense qu'il y a une seule question. Hein. Et puis, donc, je lis les témoignages et puis tu m'arrêtes quand tu as envie d'intervenir. Est-ce que ça te convient comme ça? C'est parfait. C'est parfait. Bon. Avec plaisir. Je suis impatiente d'entendre ces témoignages. Alors, quand tu as fait le tour de l'internationalisation du mouvement, il y a Steve qui a rappelé qu'en Irlande du Nord, il y avait aussi des mouvements qui peuvent reprendre à tout moment. Il précise ça. Il y a Nathalie qui te remercie. Et alors là, pour le coup, elle pose toutes les questions puisqu'elle demande comment faire revivre mai 68 et la contestation capitaliste aujourd'hui. Faut-il compter sur la grève générale malgré les délocalisations industrielles et les compromissions des centrales syndicales avec le bloc bourgeois? Les gilets jaunes et l'insurrection citoyenne, point d'interrogation. La convocation d'une assemblée constituante permettant notamment de réfléchir à la question fondamentale de la propriété et donc de la socialisation de la production. Je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus. Non, mais je pense que comme j'ai déjà beaucoup parlé, beaucoup monopolisé la parole, c'est bien qu'il y ait des témoignages, et puis je redirai quelques mots après, mais je note. D'accord. Alors, il y a Kevin qui nous dit, comme un Anglais, je me souviens de Tariq Ali,
et les événements, je pense qu'il veut dire dans les années 60 en Irlande du Nord, et la manifestation pour le droit civil et les réponses des forces de réaction. Donc, il précise, j'avais 14 ans et j'étais un écolier au nord de l'Angleterre à cette époque. Il y a Christian Folliot, que je salue au passage. Moi aussi, je salue Christian. Il faut aussi rappeler l'après 68, 69 et 70. Nombreux militants non médiatisés ont été bloqués dans leur vie professionnelle, envoyés pour le service militaire obligatoire en coopération dans des pays fascistes, fichés mis sur écoute. Nathalie, qui nous dit « Comment expliquer l'absence actuelle de mobilisation de la gauche de transformation contre les agressions impérialistes américaines, USA, similaires à bien des égards à celles commises dans les années 60, notamment les guerres de basse intensité menées contre le Venezuela, Cuba et tant d'autres. » Il y a Georges qui nous dit « Moi, j'avais 21 ans et j'étais étudiant à la faculté de droite extrême, Assas, à Paris, et je me souviens très bien des premières mobilisations contre les provocateurs d'Occident, Occident, le mouvement d'extrême droite, que la police laissait agir en toute liberté. » Donc, il précise, j'ai gardé en mémoire également un policier descendant d'une voiture de police, habillé comme un manifestant, puis rejoignant la rue Gay-Lussac et se plaçant en tête des manifestants pour lancer des pavés devant les journalistes. Je continue ? Oui, oui, oui. Ouais. Alors, Janie nous dit, et moi j'avais 19 ans, j'étais étudiante à Nanterre, section russe, j'habitais la cité U. Un soir, pour gagner la possibilité de recevoir les copains, nous avons envahi les bâtiments des filles. Oui, de nombreux garçons qui ont participé à mai 68 ont aussi été envoyés dans des régiments disciplinaires pour le service obligatoire. Alors, Jacqueline nous dit la mixité des écoles et lycées était toute récente, 1963, dans mon lycée, ce qui a été une source d'émulation pour les filles et donc plus de présence dans le champ social. Bernard, même pour celles et ceux qui ont vécu 68 à Paris ou ailleurs, comme moi, nous apprenons encore, grâce à Ludivine, des aspects que nous avons ignorés quand nous étions sur le terrain. L'histoire de 68 a été en partie occultée après la répression. Le livre de Ludivine est pour cela essentiel. À la Sorbonne, en 68, les jeunes filles n'avaient pas souvent la parole. Francis nous dit « J'étais en seconde à Carcassonne et j'ai vu au petit matin les parachutistes du 3e RIPMA, ceux de Bigard en Algérie, partir en camion, armes à l'épaule, pour Paris. » Alors, il y a eu pas mal de réactions sur la place des femmes en mai 68, et en particulier, Jacqueline rappelle que c'est encore le cas pour prendre la parole face aux mecs universitaires. C'est pas gagné. De RC. Merci pour ce coup de projecteur sur la place des femmes dans les luttes. Nathalie nous dit intéressant ce rappel de refus de l'individualisme des conditions de travail en 68. 50 ans plus tard, c'est tout le contraire, résultat de la propagande médiatique éducative, d'où la nécessité de l'éducation populaire comme cette conférence. Bernard rappelle que des historiennes comme Michel Perrault et Madeleine Reberiou ont pu rester dans la Sorbonne avec les étudiantes, les étudiants et l'historien Jean Maitron en 68. Quelques remarques sur l'individualisation. On revient à l'individualisation. De JC, l'individualisation au travail, c'est du pain béni pour le patronat. Et Stéphanie donc rebondit en disant « Oui, attaque aussi les statuts de la fonction publique avec développement du précariat
qui conduit à l'individualisation des actions. Et il y a une précision de Daniel, sur la notion de révolution permanente, selon Trotsky, c'est égal à la lutte pour la révolution socialiste directement après le renversement de la monarchie, sans passer par une phase bourgeoise. Jacqueline remarquait que presque toutes les bonnes questions ont été posées pendant ce mouvement de 68, mouvement pour refonder l'école et la pédagogie, refus de la compétition et promotion du travail en groupe et de créativité. Et il y a un rajout de Stéphanie qui dit « Oui, coéducation, entraide, coopération, l'éducation comme bien commun ». Janie écrit « Oui, l'impression de créer ensemble, de réfléchir, d'inventer et de découvrir pour nous, étudiants, le monde ouvrier, les cadences, la solidarité de classe ». Voilà. Alors, Jacqueline nous dit « Pour moi, c'est ce qui est à retenir et devrait être retrouvé, la liberté de la parole sur tous les sujets avec un immédiat TU en majuscule, je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, voilà. Et puis, il y a encore quelques messages qui sont arrivés. Donc, un policier descendant, oui, habillé comme un manifestant en France et ailleurs, cela se pratique toujours. Et puis, le dernier message, parti en service de coopération, service civil du service militaire en septembre 68 en Afrique, les militaires ont gardé les partants pendant 3 jours pour leur faire oublier le gauchisme. Et puis, on me dit TU, je n'ai pas su traduire, ça veut dire tutoiement. Voilà, je pense que j'ai à peu près rassemblé toutes les interventions. Il y a Patrick qui dit « Vous n'avez pas posé ma question ». Patrick à l'instant qui écrit… Alors, Patrick, vous n'avez pas posé… Est-ce que tu peux la rappeler, Patrick, ta question? Parce que… Oui, merci. Non, mais Parce que… Je peux lire ce que j'ai écrit, hein. Oui. Mais l'essentiel, c'était… Cette révolution aurait-elle pu aboutir au renversement du régime? Enfin, en gros, c'est une question qui n'est pas nouvelle. C'est pourquoi, finalement, le processus tel qu'il, dans sa complexité, dans sa variété et sa massivité, enfin, par son importance, et le contexte international, pourquoi on n'a pas abouti? Moi, j'ai vécu cette période, j'avais 20 ans, mais pourquoi Bien. pas abouti à l'instauration d'un autre société, et que ça, etc., et une chambre bleue. Donc, la communication est très mauvaise, mais je pense qu'on a compris le sens de ta question. C'est pourquoi la révolution pourquoi mai 68 n'a pas abouti. Ludivine, si tu veux reprendre la parole. Oui, ben merci. Il y a énormément de choses. C'est très foisonnant et je vois que ça rappelle des souvenirs. J'espère de bons souvenirs, même s'il y a eu aussi beaucoup de répression. Bon, là, j'avais en gros 45 minutes, un peu plus, 1 heure. Donc, il y a plein de choses que j'aurais pu évoquer et que vous avez vous-même rappelé, que je n'ai pas eu le temps de mentionner. Donc, merci vraiment beaucoup pour toutes les remarques et les questions. Alors, sur par exemple la question de l'école, vous avez eu raison de souligner à quel point c'était un enjeu majeur. J'ai eu la possibilité d'avoir accès à des archives assez nombreuses de lycées occupés, de comités d'action lycéens, entre autres, mais pas seulement des CAL, pas seulement des comités d'action lycéens, mais vraiment des archives de lycées. Et c'est impressionnant, en fait. Et là aussi, d'ailleurs, il y a un parallélisme à faire avec la commune. Bon, pourquoi c'est impressionnant? Parce qu'en fait, ces élèves en particulier, il y a aussi les personnels enseignants qui se mobilisent, mais on dirait presque qu'ils ont tout lu des pédagogies alternatives, quoi. Alors que pas du tout, ils n'ont rien lu du tout, mais en fait, c'est toujours pareil, à la faveur du mouvement, de l'occupation, des réunions, etc., on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'enseignement? Et il y a toute une réflexion avec des propositions très concrètes pour faire en sorte que les élèves aient plus de place, plus de place pour leur intelligence critique, pour leur intelligence créative, en fait, il y ait moins, par exemple, de
de magistral comme ça, mais qui est plus d'une dimension coopérative, etc. Ça ne veut pas du tout dire qu'on remettrait en cause l'autorité des enseignants. C'est un peu un cliché assez caricatural, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est l'idée vraiment qu'il faut davantage que les jeunes puissent aussi se sentir non pas dans une docilité, dans une obéissance à la parole qui vient du haut, mais qu'on invente aussi des formes, des dispositifs pédagogiques pour les impliquer davantage. L'une d'entre vous a dit aussi que la mixité était récente. En fait, en 68, il y a encore beaucoup d'établissements scolaires qui ne sont pas mixtes. Mais en particulier, il y a des règlements, bon ça, si vous l'avez vécu, vous vous en souvenez, et vous le savez mieux que moi, il y a des règlements intérieurs des lycées qui interdisent, par exemple, le port du pantalon. Voilà, sauf vraiment circonstances exceptionnelles quand l'hiver est très, très rigoureux, et encore, il faut quand même passer une jupe ou une robe par-dessus. Donc, il y a vraiment aussi cette séparation des rôles qu'on appellerait aujourd'hui des rôles de genre. Quelqu'un a rappelé la question des cadences. C'est vrai que c'est très important, les conditions de travail. C'est pour ça que j'ai voulu, mais je suis passée un peu trop rapidement, mais au début de cette discussion, j'ai voulu quand même rappeler aussi qu'il fallait vraiment relativiser cette expression de 30 glorieuses qu'on déverse un peu à toutes les sauces, parce que c'est vraiment oublier aussi dans quelles conditions on travaillait à l'époque. À l'époque, en moyenne, on travaille 46 heures par semaine, voire 48. Donc, qui dit en moyenne, ça veut dire que beaucoup travaillent au-delà de 48 heures par semaine, à des cadences. Quand on voit sur les affiches les cadences infernales, etc., ce n'est pas une expression comme ça qui planerait au-dessus du sol, quoi. Voilà, la France est le pays d'Europe dans lequel on travaille le plus à cette époque. Donc ça, c'est vraiment une dimension qui est très importante. Sinon, encore une fois, on ne comprend rien. Pourquoi est-ce que ces gens, 10 millions de personnes, se mettent en grève généralisée s'il n'y a pas aussi des dysfonctionnements importants et surtout la prise de conscience que ça ne peut plus durer, en fait, qu'il faut reprendre la main sur sa vie. Ne pas perdre sa vie à la gagner, ça apparaît aussi à cette époque. Il y a aussi toute la question du rapport à l'extrême droite. Quelqu'un a parlé à juste titre d'Occident. Finalement, c'est aussi l'une des prémices du mouvement de 68, notamment avec l'organisation du mouvement du 22 mars à Nanterre, qu'on connaît bien en général, parce que justement, ça rappelle voilà, le début du mouvement étudiant. Alors, ça renvoie, je ne l'ai pas dit parce que ça paraît tellement évident, mais vous avez eu raison de l'évoquer, la fameuse bataille pour que les garçons puissent aller voir les filles dans les résidences universitaires, etc., qui étaient vraiment non mixtes. Il y avait quand même une rigueur de cet ordre moral qui se traduisait aussi dans les règlements de ces universités. Mais en fait, moi, je suis frappée par le fait que mes propres, entre guillemets, étudiantes et étudiants, quand ils parlent de 68, ils n'ont que ça en tête. C'est « oh oui, mais au fait de tout ça, c'est une histoire de filles qui voulaient aller voir les garçons et vice-versa dans les résidences universitaires ». Donc, évidemment que ça a eu une grande importance. Évidemment que cette question aussi de l'émancipation, elle a été fondamentale, même si, bon, ça serait un autre sujet, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de révolution sexuelle en 68 même. Ça viendra plus tard, toutes ces questions. Bon, mais ça, c'est très important. Mais le mouvement du 22 mars, c'est cette dimension-là, c'est la dimension anti-impérialiste qu'on a rappelée à propos du Vietnam. C'est vraiment l'idée de faire la jonction avec le monde du travail. Ces étudiantes et ces étudiants qui viennent surtout de milieux très privilégiés. Je vous l'ai rappelé, ils sont 12% d'une classe d'âge, les étudiants. Donc, c'est vraiment une minorité. Et pour la plupart, pas tous, mais ils sont quand même issus de classes plutôt aisées. Il y a seulement 5% d'enfants d'agriculteurs et 7% d'enfants d'ouvriers dans les universités françaises. Mais la plupart de ces étudiants qui se mobilisent, ils veulent rompre avec la division sociale du travail. J'en ai dit quelques mots. Ils veulent vraiment essayer de nouer des liens. C'est aussi pour ça que beaucoup vont voir les usines occupées et vont essayer d'être solidaires avec les ouvriers et les ouvrières en grève. Alors souvent, on a en tête l'image des grilles de l'usine Renault à Billancourt qui se referment quand arrive ce cortège de 3000 étudiantes et étudiants qui viennent de la Sorbonne. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que dans beaucoup d'autres endroits, ces solidarités ont été vraiment effectives et notamment un peu partout en province, etc. On a vu des étudiants qui allaient faire des collectes de vivres
auprès de paysans pour soutenir les grévistes et leurs familles. Je crois que j'en ai dit quelques mots. Donc, c'est sûr que tous ces éléments ont été absolument fondamentaux. Et pour revenir à Occident, le début aussi de mars 68, si l'université de Nanterre a été assez rapidement fermée, c'est parce que officiellement, voilà, on craignait aussi des bagarres très dures entre les étudiantes et étudiants des groupes de gauche et Occident, voilà, qui un peu plus tard mettra le feu à un local à la Sorbonne, etc. Il y aura des dégradations. Donc, il y a des tensions qui restent vraiment très vives et qui remontent aussi à la guerre d'Algérie, à tous les partisans de l'Algérie française. C'est pour ça que voilà, la guerre d'Algérie, c'est encore un souvenir qui est très prégnant et qui reste vraiment très, très frappant dans les mémoires. Vous avez eu raison de souligner les voilà, les manœuvres militaires qui sont des démonstrations militaires pour dire, voilà, en fait, le pouvoir voulait montrer qu'il était prêt à une intervention militaire. Voilà. C'était des démonstrations de force, mais c'était aussi dans le rapport de force, il y avait plusieurs éléments qui étaient utilisés par le pouvoir. Il y avait d'un côté, allons négocier patronat, syndicats et représentants de l'État. C'est Grenelle, voilà. Faisons des élections. Et là, j'arrive du coup aussi à la question sur mais pourquoi ça s'est arrêté. Voilà, bon. Faisons des élections, mais aussi montrons le rapport de force. C'est évidemment Baden-Baden, etc. Voilà, voilà, on joue un peu sur tous les tableaux. Souvent, on a estimé que Pompidou et De Gaulle n'étaient pas forcément sur les mêmes stratégies. Bon, j'ai eu justement cette occasion d'aller beaucoup dans les archives de l'Élysée, de Matignon, les archives des préfets, les archives des ministères, etc. En fait, ils sont quand même beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine, Pompidou et De Gaulle. À un moment, ils sont vraiment abattus, quoi. Vraiment. Et ça, on le voit beaucoup dans les correspondances de Pompidou. Il trouve que c'est une crise de civilisation. Lui, il se sent complètement impuissant. C'est une forme, voilà, pour lui, c'est transhistorique. Et donc, voilà, tout à coup, c'est un peu vanité des vanités, vous voyez, l'Ecclésiaste. Je ne sais plus s'il cite l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité, etc. Mais c'est un peu ce qu'il ressent. Bon, et après, il se ressaisit, il utilise des tactiques. Il va essayer de séparer, de diviser, en fait. Et ça, c'est de bonnes tactiques, évidemment, du point de vue des stratégies du pouvoir. Il favorise quand même plutôt, il sent bien, en fait, que du côté de la CGT, on ne veut pas trop de tout ce désordre. La direction de la CGT, voilà, vraiment qu'on soit très clair, parce que les militantes et militants de la CGT, un peu partout dans les entreprises, ont quand même joué un rôle absolument considérable pour la grève. À l'époque, la CFDT n'est vraiment pas du tout sur la même ligne que la CGT. C'est la CFDT de 68, vraiment qui n'a rien à voir avec la CFDT d'aujourd'hui, de celle de Nicole Dautta et de ceux qui lui ont succédé. La CFDT, très autogestionnaire, etc., va énormément critiquer le fait qu'on se contente de ce qui est acquis à Grenelle. La CFDT le voit quasiment comme une trahison, en considérant qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, que c'est vraiment pas possible de, comme ça, tout de suite, tout remettre sur les rails électoraux. Et c'est ça aussi qui s'est produit. C'était intéressant, parce qu'à un moment, vous voyez, ces périodes-là suscitent un peu ce qu'on pourrait appeler la question du kairos. Le kairos, c'est un mot grec, kairos, K-A-I, je peux l'écrire dans le chat. Je peux vous le dicter. Hop, kairos. Ça veut dire le moment opportun. Voilà, c'est le moment qui passe comme ça. Est-ce qu'on va saisir le moment ? Justement, fin mai, début juin, il y a eu des rencontres entre des groupes, des organisations, etc., assez divers pour dire, en fait, il faut fédérer tous ces comités d'action, tous ces comités de grève, il faut former une sorte de comité central de grève, etc. Et d'autres, notamment anarchistes, qui disaient, mais non, pas du tout, on vous voit venir. Ça, c'était par exemple la jeunesse communiste révolutionnaire, etc., Alain Krivine. Bon, on vous voit venir, nous, on veut préserver l'autonomie de base des comités d'action, des comités de grève. Et en fait, il y avait ce sentiment qu'il y avait une urgence, parce que sinon, le pouvoir allait reprendre la main. Et c'est quand même très largement ce qui s'est produit, avec le fait que la plupart des organisations politiques
qu'il s'agisse du Parti communiste, de la SFIO, du Parti radical. Donc, les organisations politiques de gauche, comme je vous le disais, à l'exception du PSU, hein, là, je ne vous parle pas des organisations comme la jeunesse communiste révolutionnaire et tous les groupes qui vont être dissous en juin 68. Il faut se rappeler quand même de ça, c'est qu'en juin 68, De Gaulle, il accorde l'amnistie aux anciens de l'Algérie française, les prisonniers, y compris ceux qui ont tenté de mettre une balle dans la tête de De Gaulle, sont libérés, ils sont amnistiés, pendant que dans le même temps, il y a 11 organisations de gauche radicale, de gauche révolutionnaire, qui sont purement et simplement dissoutes. Et ça, sans la moindre protestation, sinon du PSU, mais du côté des organisations quand même constituées, du mouvement de la gauche syndicale et politique. De même, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a les 2 morts, il y a 3 morts dans l'espace de 2 journées, Gilles Tautain, et puis Henri Bello, Pierre Bello et Henri Blanchet. Non, pardon, c'est le contraire. Henri Bello, Pierre Blanchet. Bon, pardon, j'ai un doute sur leur prénom. Je vous prie de m'excuser, je suis un peu fatiguée. À Sochaux. En fait, que propose notamment la Confédération générale du travail, c'est par-ci, par-là, 1 heure de débrayage. Ça, c'est quand même très étonnant. Il y a un lycéen de 17 ans qui est mort, 2 ouvriers qui sont morts à l'issue de l'assaut des gendarmes mobiles sur l'usine de Sochaux, et on propose 1 heure de débrayage. En fait, c'est complètement à l'opposé de ce qui s'était passé le 13 mai, puisque vous vous en souvenez, le 13 mai 1968, il y a eu un appel à la grève générale de 24 heures, en raison notamment des violences policières contre les jeunes, notamment les étudiants, mais je vous l'ai montré, il n'y avait pas seulement des étudiants. Donc, c'est un peu 2 poids 2 mesures. 13 mai, grève générale, et puis mi-juin, à peu près exactement un mois après, 3 morts, et voilà, on n'appelle pas à grand-chose, parce que là, on voit bien qu'il faut rentrer, quoi. Il faut que ça rentre dans l'ordre. Le Parti communiste, je pense, ne se faisait pas véritablement d'illusions sur les résultats de ces élections. Ça a été rappelé, ça a été un triomphe à relativiser quand même pour les gaullistes, parce que en fait, il y avait plein de questions qui biaisaient un peu les résultats, notamment les découpages de circonscriptions électorales, qui favorisaient vraiment le pouvoir. Mais voilà, c'est sûr que ça a été quand même très contesté. On le connaît par le slogan élection piège à con. Mais ça va bien au-delà de ce slogan, et on voit encore une fois du côté, par exemple, de la CFDT, le sentiment que voilà, on aurait pu aller beaucoup plus loin et qu'il y a eu là une trahison. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit là, très juste sur l'individualisme. C'est ensuite ce qu'ont montré Boltanski et Chapello, dans un livre qui s'appelle, un livre fondamental qui s'appelle Le nouvel esprit du capitalisme, qui montre que en fait, le capitalisme, il va se saisir de ce qui avait été exprimé en 68, le désir d'émancipation, le désir de lutter contre l'aliénation, etc. Et donc, en fait, chercher à dire « Ah, mais vous voulez que l'individu ait plus de place dans les entreprises, mais d'accord, mais on va supprimer des niveaux dans la hiérarchie, on va supprimer les contremaîtres, on n'a pas besoin de tout ça, parce que vous pourrez être en quelque sorte votre propre contremaître. Voilà, vous aurez des initiatives dans l'entreprise. Ça a donné lieu justement à l'individualisation aussi des rapports sociaux. Tout à l'heure, je crois que c'était, je ne sais plus qui a parlé de ça, mais c'est Christian qui disait, voilà, après, il faut considérer ce qui s'est passé dans l'après 68. Oui, là, vraiment, aujourd'hui, je me suis vraiment focalisée uniquement sur le moment 68. Il y aurait tellement à dire sur ce qu'on a appelé les années 68, et notamment les années 70, parce qu'il s'y passe plein de choses. C'est vraiment une effervescence. Mais en particulier, il y a eu vraiment une réaction à partir des années 80, une réaction dans tous les sens du terme. Aussi une politique réactionnaire qui a consisté
à essayer de casser les collectifs de travail, à individualiser justement le travail, à instaurer des primes, à instaurer de la concurrence, à instaurer des évaluations permanentes, des auto-évaluations, etc. Et ça a été le nouvel esprit du capitalisme qui a fait mine de prendre certaines aspirations du mouvement de grève générale de 68, mais en fait pour les instrumentaliser à son effet. Et ça, c'est encore une fois la démonstration que le capitalisme, il est capable justement de tout absorber, de tout avaler pour l'ingurgiter à son profit. Et, merci Ludivine, je pense que ça pourrait faire une excellente conclusion à ton intervention. Tout au long de ce que tu as dit, outre le fond, je trouve que sur la forme et la façon de faire, ça me faisait penser à un article du Monde diplomatique où à partir d'un fait, il resitue ça systématiquement dans le temps et dans l'espace. C'est ce que tu viens de faire à propos de mai 68 et je t'en remercie. Je pense pouvoir le faire au nom de toutes celles et tous ceux qui sont avec nous depuis plus d'une heure et demie maintenant. Dans quelques jours, cette vidéo sera en ligne sur le site des Amis du Monde Diplo de l'Aude. Ce sera quelque temps après aussi en ligne sur le YouTube des Amis du Monde Diplo national. Si vous êtes frustré encore, si vous n'avez pas pu suffisamment poser de questions ou faire de remarques, n'hésitez pas à nous en faire part à partir de notre site départemental et je les transmettrai à Ludivine, que je remercie encore vraiment sincèrement. Merci Peut-être beaucoup. une autre fois, mais on se verra et puis on ira discuter autour de l'inévitable cassoulet dans l'Aude. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup, à bientôt.